Notre planète vit à crédit, le réchauffement climatique inquiète, la pollution aussi, les pollutions. Faut-il revoir nos modes de production? Comment? Bonsoir Dorothée Broès. Bonsoir Estelle. Alors vous êtes journaliste scientifique, et ces questions vous passionnent. Vous coordonnez 3 plateformes de dialogue sur les transitions socio-techniques et votre dernier livre, le voici, L'urgence du vivant vers une nouvelle économie, paru aux éditions François Bourin. Alors pourquoi y a-t-il urgence ? On ne parle que de cela, hein. Tout cet été, on a eu cette canicule, c'est le dérèglement climatique qui fait que la Californie est en feu. On a des pollutions, les plastiques, les perturbateurs endocriniens, avec le risque d'une perte de fertilité. Et puis le troisième niveau, c'est les espèces, la diversité qui s'effondre avec... Et pourtant, il y a beaucoup de climato-sceptiques, à commencer par le président américain Donald Trump, pour qui ça n'a rien à voir, il n'y a pas du tout de problème avec le climat. Oui, alors le déni c'est bien connu dans les stratégies psychologiques. Mais en l'occurrence, je crois que du côté de notre président Macron, puisqu'il l'a dit en mars dans un discours où il décrit que la planète pourrait de tout d'un coup, on pourrait se réveiller sans oiseaux, avec plus d'eau, avec vraiment énormément de choses. Et il dit, nous n'arrivons pas vraiment à prendre en charge le problème climatique et il va falloir prendre à bras le corps la question de la biodiversité. Donc le déni, c'est plus possible. D'ailleurs, vous dressez un état des lieux assez accablant dans votre dernier livre. Vous rappelez les scandales liés aux grands groupes industriels ou agroalimentaires comme Monsanto. Monsanto qui vient d'être condamné en Californie, une première historique. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que vous pensez que c'est un bon signal? Eh bien, Monsanto est une sorte de symbole mondial d'un comportement inconséquent. C'est-à-dire qu'on construit une molécule herbicide totale et ensuite on construit la molécule qui résiste à cette molécule, de façon à multiplier par 800, pour prendre l'exemple de l'Argentine, par 800 l'usage de la molécule. Donc en fait, on a des sortes d'alliances comme ça qui sont quasiment démoniaques, où un produit qui devait rester dans des usages modérés devient quelque chose qui est véritablement toxique à grande échelle. On voit qu'il y a des pays comme le Sri Lanka qui ont des milliers de malades rénaux. Il y a en Argentine des malformations congénitales. Et donc, est-ce qu'il y a une solution? Le problème, c'est que Monsanto vient d'être acheté. Et c'est pas par hasard. Il y a plus de 3000 procès dans le monde aujourd'hui. Et il y a une stratégie très classique qu'on a déjà vue au moment de Bhopal, qui est de vendre les actifs et de laisser les passifs dans une petite structure Monsanto qui fait qui a été racheté par Bayer, donc voilà, c'est pour une stratégie, vous dites. C'est-à-dire que dans ces cas-là, le business continue, mais tout ce qui est externalité, et ça j'aimerais qu'on y revienne, externalité, c'est-à-dire tout ce qui est le passif d'une entreprise, et là en l'occurrence Monsanto est un exemple absolument impressionnant, eh bien, est vidangé. Mais alors, est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience? C'est-à-dire que vous rappelez tous ces cas, vous rappelez même que le crime d'écocide s'impose dans le droit international. On va peut-être rappeler ce que c'est qu'un écocide. C'est l'idée qu'il y a des pratiques qui sont véritablement destructrices pour le vivant, pardon. Et donc, à des échelles très importantes. On peut imaginer d'ailleurs que des démarches d'ingénierie sur la planète pourraient détruire le vivant sans qu'on puisse maîtriser les choses. On peut imaginer des pratiques de destruction d'espèces. On a des moyens très forts du point de vue technique. J'en parle assez précisément du point de vue des biotechnologies. Et donc, il va falloir qu'on s'organise pour éviter des choses qui font s'effondrer les écosystèmes parce que finalement, il n'y a pas de frontières, c'est une responsabilité globale et nous n'avons pas les outils au niveau de l'ONU pour véritablement organiser quelque chose qui s'oppose à ces pratiques. Alors, vous appelez à une révolution bioéconomique. Alors, est-ce qu'on peut la mettre en place, cette révolution? Est-ce qu'elle est déjà en place, selon vous?
Il y a des moyens extrêmement intéressants parce que le vivant peut nous inspirer. Le vivant, ce sont des microbes, des levures, des bactéries, des algues qui sont capables de nous fournir des carburants, de la chimie, etc. Tout un tas de choses, même des médicaments. Et nous n'utilisons pas ce potentiel, nous utilisons le pétrole. Donc dans un moment qui est le nôtre, où nous devons travailler sur les transitions, nous avons des mines d'inspiration avec le vivant. La question, ça va être de savoir comment nous nous organisons pour faire ce travail de transition, de transformation de nos modes de production de manière responsable, c'est-à-dire en régénérant, en permettant la régénération des écosystèmes qui ont besoin d'être, de pas avoir... Fragile et qu'il faut protéger. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement de ce que peut faire le vivant, c'est-à-dire pour ces nouveaux modes de production? Vous en donnez beaucoup d'exemples, c'est-à-dire pour le carburant, pour vous, quelle est la trouvaille aujourd'hui, la découverte scientifique qui permet d'introduire le vivant dans cette économie? J'aime beaucoup l'exemple de Lanzatech, qui est une entreprise australienne, ou de Nouvelle-Zélande plus exactement, qui a comme démarche d'utiliser Clostridium, qui est une bactérie très ancienne, qui est capable de manger le gaz carbonique. Et ça, c'est très intéressant parce que on peut donc proposer à quantité d'industries de dépolluer leur CO2, leur gaz carbonique, ou d'autres gaz d'ailleurs, en mettant à la sortie de leur cheminée des bactéries qui vont être capables de transformer ce gaz et produire avec cela de la chimie, des produits de valeur ajoutée. Est-ce que les entreprises, elles sont ouvertes à ce genre de technique ou elles sont encore sceptiques? Si, bien sûr, on voit tous les chimistes qui sont en train de transformer leurs pratiques en passant du pétrole à la ressource du vivant. La question, encore une fois, va être, on le voit chez BASF, on le voit pour Total, on le voit pour beaucoup de chimistes comme les grands chimistes américains. La question, c'est comment est-ce qu'on encourage ces processus-là dans la mesure où le pétrole est subventionné. Et donc, comment vous êtes concurrentiel quand vous faites des produits biosourcés? C'est le cas d'ailleurs, on pourra en parler pour les plastiques. Comment vous arrivez à être concurrentiel quand le pétrole continue à être subventionné? Donc pour vous, il peut y avoir un capitalisme vert? Ça peut aller ensemble. Il peut y avoir des modes de production avec effectivement des entreprises qui sont basées sur de la concurrence, mais dans une pratique encadrée par les politiques, et là les politiques sont très affaiblies aujourd'hui, qui régulent de façon à encourager ce qui va être vertueux pour la collectivité, pour les biens communs, l'eau, l'air, les sols qui sont extrêmement abîmés. Donc on peut encadrer et réussir à avoir des entreprises, il y en a énormément. On peut parler de Novamont qui fait des bioplastiques, énormément d'entreprises qui peuvent être encouragées dans le bon sens. Alors la France veut mettre en place un système bonus-malus pour doper le recyclage du plastique. C'est ce qu'il faut mettre, mais parce que la France est quand même très en retard. Donc voilà, est-ce que les politiques sont assez réactifs à toutes ces questions? On voit que Nicolas Hulot, en France, qui est ministre de la Transition énergétique, est en difficulté. Oui, mais parce que les choses sont complexes et qu'on ne va pas avoir une solution avec juste le recyclage. Vous voyez, on est sur cette économie circulaire qui est très à la mode, qui a des cadres européens et français aujourd'hui, mais ça ne va pas suffire parce qu'il y a beaucoup mieux à faire, c'est de produire des plastiques qui eux-mêmes sont dégradables et qui sont biosourcés. Donc on est à une première étape, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique dans cette approche-là. On voit bien que la jeune génération a compris qu'on pouvait avoir une autre alimentation, on pouvait avoir une autre agriculture, on peut avoir d'autres textiles, une autre chimie, mais il ne va pas falloir opposer les personnes. Et je crois beaucoup au travail de coopération, de coexistence des économies, des modèles économiques pour accompagner cette transition. Alors vous parlez des biopouvoirs, des biohackers. D'ailleurs, qui sont-ils ces biohackers? Quels sont leurs
Quels sont leurs pouvoirs, justement? Mais si, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'avenir est au vivant, qu'il y a les biotechnologies qui sont cette manière de transformer les organismes pour leur faire des choses qui nous vont bien. Et donc les biohackers sont des personnes qui peuvent être des biologistes qui ont envie de faire une biologie un petit peu différente de ce qui se passe dans les labos officiels. Et puis ça peut être des gens qui veulent bidouiller un peu, travailler sur des projets. Et par exemple, à Paris, il y a la Paillasse qui a produit des encres faites à partir de bactéries. C'est une très belle initiative. Et donc on peut comme ça avoir des tas d'idées, faire des bactéries qui sentent très bon. Je crois que c'est l'odeur de jasmin ou des... Les artistes aussi. Alors il y a vraiment un chapitre qui est consacré à ces artistes qui s'emparent du vivant. Alors quelle est leur importance? Pourquoi il fallait en parler dans ce livre donc, qui est sur l'économie? Parce que c'est l'imaginaire. Il n'y a pas de possibilité de vision d'avenir sur cette nouvelle innovation s'il n'y a pas l'imaginaire des artistes qui rêvent une autre manière de pactiser avec le monde, de travailler avec la diversité des propositions du vivant. Mais faire un lapin fluorescent, effectivement, ça c'est quand même l'exemple qui a beaucoup... frapper l'opinion, quel est l'intérêt? Alors là, on est dans les bio-artistes qui voulaient frapper. Hein. On était au début des biotech avec ce lapin de Eduardo Kac. Aujourd'hui, les artistes, ils sont plutôt dans quelque chose qui est de voir comment on peut laisser se dégrader les choses. Comment est-ce qu'on peut faire une exposition où ça sent la moisissure et ça évolue. Voilà, et je crois que, encore une fois, ce livre s'adresse vraiment à la jeune génération. Il y a une attente pour une approche de composition avec l'aléatoire du vivant. On veut de l'inattendu. Et c'est ça que nous propose cette nouvelle économie. Et les artistes, on a besoin d'eux parce que notre modèle d'innovation, il est collé au progrès, à la vision de la modernité, de la performance. Et là, il s'agit au contraire de faire avec, de composer, de bricoler. Et ça peut être un très bel horizon. Merci Dorothée Broès d'être venue sur le plateau de 64 minutes. Donc je rappelle, l'urgence du vivant vers une nouvelle économie, c'est aux éditions François Bourin. Merci. Merci à vous.